qui s'intéresse à ces questions que nous voulons aborder ce soir. Donc voilà, donc c'est le comité local du collectif Devoir d'insolence. Donc c'est un collectif qui existe au niveau national avec des comités locaux dans un certain nombre de villes de France. Et donc ces comités locaux essaient de mettre en œuvre, d'organiser des débats autour de ces questions brûlantes que nous vivons dans la société française depuis un certain nombre d'années déjà. Et entre autres le racisme et plus particulièrement l'islamophobie qui est, ça va être justement le sujet du débat de ce soir, une forme de racisme un petit peu déguisé, décontracté, plus acceptable que le racisme à proprement parler. Voilà, donc le comité local salonnais Devoir d'insolence est heureux de vous accueillir. Je vais donner la parole à Fred Grimaud qui fait partie du comité et qui va vous dire deux mots. Bonsoir, donc très rapidement, pour présenter le cadre de la soirée, le collectif Devoir d'insolence antiraciste s'est constitué un petit peu partout en France suite à la mise en examen de Saïd, qui est présent ici, et de notre Saïdou, qui est le chanteur du groupe Zone d'expression populaire, pour un ouvrage qu'ils ont fait en commun, livre avec des photos, avec des extraits de textes de sociologie écrits par Saïd sur les questions des quartiers populaires, du racisme, de la Palestine, et un CD de rap. Dans ce CD de rap, à un moment donné, le chanteur dit Nique la France, et là ça a beaucoup énervé une association qui s'appelle La Griffe, qui est l'association pour la défense de l'identité blanche et chrétienne de la France, qui donc a déposé plainte pour racisme anti-blanc. Voilà, et évidemment, au-delà de la défense proprement parler du droit à critiquer le passé colonialiste de la France et la politique de la France vis-à-vis d'Israël ou des choses comme ça, ou dans les quartiers populaires. Au-delà de ce droit-là et du droit des artistes, de chanteurs de rap à dire des gros mots comme les ont dit Brassens, Renaud et bien d'autres avant eux, on s'est emparé aussi de ce collectif donc qui s'appelle Devoir d'insolence antiraciste pour développer des actions politiques pour mettre sur le devant de la scène. Alors ce soir, c'est la question de l'islamophobie, qui est une question sociale très vive, on va dire. Mais on s'est aussi mobilisé récemment pour le droit de vote des étrangers, le droit de vote des Noirs et des Arabes. En fait, les étrangers votent en France, hein, les Allemands, voilà, c'est ce qui pose problème. Bah, certains, c'est les Noirs et les Arabes. Par exemple, la modification de la loi pour les Chibani aussi, ou encore la régularisation des sans-papiers. Il y a beaucoup de combats qui en fait, sont des combats politiques, mais qui sont sous-tendus par une idéologie raciste et qu'on entend bien dénoncer ici. Donc voilà, le collectif Devoir d'insolence, il y a un site internet qui s'appelle Devoir d'insolence. Je vous engage à y aller d'abord parce qu'il y a une très belle page Étang de Berre sur laquelle il y a les actions des camarades qui sont ici. Et aussi il y a la pétition qu'on espère qui réunira le plus de signatures possible pour la relax des deux Saïd. Voilà. Je vous remercie et je te repasse la parole, Kato. Merci de nous accueillir aussi à Salon. Bon, avant de donner la parole à nos deux conférenciers, je voudrais d'abord vous les présenter. Donc, tout d'abord, Smaïl Hadjali, qui est professeur à l'Université de Rennes, enseignant en sciences de la communication et de l'information, qui est algérien, qui vit en France depuis 95, c'est ça 1995, voilà, qui est exilé en France. Et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, sur le fait religieux notamment, dans l'histoire. Ensuite, donc, je passerai la parole à Saïd Bouamama. Non, plutôt, Saïd Bouamama prendra la parole en premier. Donc, Saïd Bouamama, c'est un sociologue qui est enseignant à Lille. Donc, il est chargé de formation à l'IFAR à Lille. Voilà. Et il est connu aussi pour un certain nombre de travaux, d'articles et de livres sur la question des banlieues et du racisme. Voilà, ben, je vais maintenant passer la parole à Saïd. Bien. D'abord, je voudrais vraiment remercier ceux qui m'ont invité d'avoir fait ça à Salon. J'ai un petit coup d'émotion, puisque c'est une ville que j'ai beaucoup fréquentée dans les années 80, juste après les marches pour l'égalité, où il y avait des débats régulièrement à Salon. C'était un des espaces qui étaient les plus actifs sur cette dynamique, et puis ça faisait longtemps que j'étais plus revenu, donc voilà, ça me fait tout drôle d'être à Salon. Alors, sur
sur le thème d'aujourd'hui, je voudrais dire qu'il ne faut pas trop qu'on s'embête, même si on peut l'avoir dans certains espaces, sur les questions de termes. Peu importe, à la limite, et je sais que mon voisin fera une contribution pour montrer les ambiguïtés de certains termes, mais peu importe, à la limite, qu'on appelle ça islamophobie, racisme anti-musulman, musulmanophobie, ou qu'on l'inclut dans le racisme en général. Ce qu'il y a de certain, par contre, c'est qu'on a un certain nombre de faits qui se cumulent et qui montrent que, à l'égard des populations de confession musulmane, se développent dans cette société des théorisations, des modes d'approche, des postures qui sont objectivement racistes. Et je vais tenter donc de donner quelques éléments d'argumentaire là-dessus, mais juste regarder d'abord les événements de ces dernières semaines. Le 20 mai dernier, une jeune fille de 17 ans, Rabia, dans la banlieue parisienne, est rouée de coups uniquement parce qu'elle porte le foulard. Des gens dans la rue passent et commencent à la taper. 15 jours après, une autre jeune fille est attaquée à coups de cutter, avec comme slogan « Retourne dans ton pays, ici c'est pas la musulmanie ». Le mardi 11 juin, plus récemment, lors d'un contrôle légal, puisque la loi interdit de porter la burqa, des policiers, au lieu de dresser un procès verbal ou d'arrêter la personne, rouent une jeune fille qu'ils contrôlent de coups. Ce qui a failli provoquer une esclandre et ça a failli provoquer une bagarre avec les habitants du quartier. C'est fait, lorsqu'on regarde les rapports de la Ligue internationale des droits de l'homme, ça fait 2 ans qu'il nous est indiqué une montée importante des actes concrets à l'encontre des personnes de confession musulmane ou ayant une apparence de musulmans, entre guillemets. Et donc, on peut l'appeler comme on veut. Ce qu'il y a de certain, c'est que quelque chose de particulier se développe vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, je voudrais donner quelques éléments de repère sur ce débat et vous donner l'état de ma réflexion sur cette question-là. Je définirais l'islamophobie comme étant une peur haineuse à l'égard de l'islam. Un peu comme le petit Robert définit l'antisémitisme comme étant une hostilité manifeste à l'encontre des juifs. Ça, c'est pas ma définition, c'est petit Robert. Autrement dit, lorsqu'on parle de cela, tordons le cou tout de suite à une première critique qui est faite, puisque quand vous parlez d'islamophobie, on vous accuse fréquemment d'être communautariste ou d'ouvrir la porte à des groupes intégristes, etc. Tordons le cou déjà une première idée. S'il s'agit bien de critiquer cette peur qui se traduit par des actes de passage à l'acte violent ou par des insultes à l'égard de musulmans, ça n'a rien à voir avec le droit de critique de la religion. C'est pour dire que ne confondons pas les débats. En réalité, depuis les années 80, ce que j'appelle l'islamophobie agit comme un masque du racisme classique. Donc ce n'est pas une forme de racisme nouvelle, c'est le racisme classique qui s'applique à une nouvelle population. Pour cela, pour bien saisir cela, il faut prendre en compte ce que nous a appris Frantz Fanon en pleine guerre d'Algérie, dans ses réflexions, et même avant, dans ses réflexions sur l'évolution du racisme. Fanon nous disait, il y a une erreur fréquente qui est faite. C'est de considérer que le racisme serait ahistorique, qu'il aurait toujours les mêmes formes. Et il nous dit, à l'inverse de cela, force est de constater que le racisme change de forme. Et il nous en donne un exemple patent. Il nous dit, vous savez, le racisme historique est un racisme biologiste. C'est l'affirmation de l'existence de races biologiques qui seraient hiérarchisées et qui seraient inégales. Fanon nous dit la Seconde Guerre mondiale, la découverte des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les luttes de décolonisation ont amené cette forme de racisme à être non crédible, à être illégitime, à être indéfendable. Et on va voir à ce moment-là les idées racistes prendre une nouvelle forme pour pouvoir subsister. Fanon nous dit cette forme, c'est la forme culturaliste. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire qu'il y a des races hiérarchisées, on va dire maintenant il y a des cultures hiérarchisées. Et on va attribuer à ces cultures les mêmes caractéristiques qu'on attribuait aux races auparavant. On a changé de mot, mais c'est exactement les mêmes dimensions-là. On peut se poser la question aujourd'hui, après ces réflexions de Fanon, si nous ne sommes pas à une troisième étape, dans laquelle, y compris sur les cultures, c'est
devenu non crédible, et où on n'a pas un nouveau visage qui irait se recentrer autour de la conception religieuse. Parce que la caractéristique de ce racisme particulier qu'est l'islamophobie, c'est qu'il se présente, à la différence des autres formes de racisme, en défense de causes nobles. Dans les racismes antérieurs, nous avions quelque chose qui était précis, c'est des animaux, ils sont inférieurs à nous, on les traite comme ils le valent. Là, c'est en défense de causes nobles. C'est-à-dire qu'on s'autorise à être islamophobe pour défendre les droits de la femme. Comme si les femmes ne pouvaient pas se défendre. On s'autorise à être islamophobe en défense de la démocratie, pour la défense de la laïcité. Et donc, l'argumentaire de justification, l'argumentaire de légitimation est toujours dans des grandes valeurs. C'est ce qui m'a amené à appeler, vous pourrez feuilleter mes ouvrages, à appeler un de mes ouvrages le racisme respectable. C'est ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il se présente comme digne de respect, comme s'argumentant sur des très grandes valeurs. Alors, on connaît la genèse de cette nouvelle forme de racisme. Un auteur qui est Vincent Geisser, on a fait l'historique dès les années 80. C'est un racisme qui s'argumente, on retrouve des éléments d'argumentation dès la fin du 19e siècle, mais qui n'a pas pris l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Et donc il faut s'interroger sur les raisons de son développement aujourd'hui. Eh bien, force est de constater que depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas la population française qui d'un seul coup se serait réveillée islamophobe, ou qui d'un seul coup, un matin, aurait eu peur de l'islam. Il s'est passé deux processus. Un premier processus qui est tout simplement l'arrivée, la naissance sur le territoire français voilà, oui, parce que je suis méditerranéen, j'aime bien. Voilà. La naissance sur le territoire français de quelque chose de nouveau, qui sont des Français issus de l'immigration post-coloniale, et dont un certain nombre d'entre eux sont musulmans. Alors leurs parents étaient déjà là, mais ils n'étaient pas français. Autrement dit, leurs parents étaient dans un rapport à la société d'accueil qui était un rapport particulier, qui était un rapport qu'Abdelmalek Sayad a décrit autour de trois caractéristiques. Il nous disait, l'immigration, une première caractéristique, en tout cas, c'est le rôle qu'on lui donnait, c'est vers ça qu'on l'orientait, eh bien, il fallait qu'elle soit invisible. Et effectivement, si vous regardez où on a construit les foyers de travailleurs immigrés, c'était de telle sorte qu'on ne les voit pas. Mais ces travailleurs immigrés avaient intériorisé cela aussi, puisque dans leur tête, ils n'étaient là que provisoirement, ils allaient rentrer au pays. Donc ils n'avaient aucune volonté d'être particulièrement visibles. Secondo, nous dit-il, c'était une dimension apolitique. On exigeait d'eux qu'ils soient apolitiques. Là, ils ont été bien déçus, le modèle puisqu'ils ont été quand même, ces travailleurs immigrés, à la tête du soutien à la guerre d'indépendance en Algérie, voire à la naissance de ce mouvement. Mais en tout cas, quand on regarde les discours de l'époque, un bon immigré est un immigré apolitique. C'est un immigré qui ne fait pas de politique. Et troisièmement, troisième caractéristique, la politesse. Et voilà qu'arrive sur notre territoire quelque chose qui était complètement imprévu. Ils ont fait des enfants. On pensait tous qu'ils allaient retourner. C'est de la force de travail brute, sans saveur, sans odeur. D'ailleurs, on construisait des logements dans lesquels ils avaient juste de quoi dormir. Et puis voilà qu'ils ont fait des enfants. Et ces enfants arrivent à quelle période? À l'âge de devenir adulte. Les années 80. Les années 80. Comme par hasard, la marche pour l'égalité. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, dans les années 80, des dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes posent à la société française la question de leur avenir, la question de ce qu'ils ont l'impression de, c'est pas ce qu'ils ont l'impression, de ce qu'ils vivent déjà, des discriminations en fonction de leur couleur, des inégalités de traitement en fonction de leur origine, et le fait qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas français tout à fait comme les autres. Eh bien, pour les parents, si on étudie le rapport aux religieux, eh bien le rapport aux religieux pour les parents, il est mis entre parenthèses. Je ne demande pas de mosquée quand je pense que je vais rentrer au pays. Je pratique ma foi chez moi et je me dis, je ne suis pas chez moi, je suis un invité, je vais rentrer. Les enfants ont-ils ce même rapport? Pas du tout. Les enfants sont chez eux. Ils sont nés français et ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, musulmans. Et ils trouvent normal d'avoir accès à des mosquées au même titre que d'autres croyants ont accès à leur lieu de culte.
Et donc on va avoir une visibilité particulière de l'islam, et qui arrive, ça sera le second processus que je voudrais dire, qui arrive à quelle période? Au moment où, c'est les années 80, c'est le premier grand tournant de la rigueur, au moment où on a un gouvernement de gauche entre guillemets, en tout cas qui met de côté ces grandes promesses de transformation de la société, qui met en place la rigueur, et qui donc va provoquer une véritable crise d'identité, pas des populations issues de l'immigration, des milieux populaires français qui sont construits autour du travail, qui avaient une identité ouvrière stable, avec des mécanismes de socialisation profonds. Et cette déstabilisation identitaire va être récupérée par qui? Par l'extrême droite qui, dès les années 80, commence des campagnes centrées sur la question de l'islam. Et depuis les années 80, ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé. Si vous voulez qu'on fasse le cumul, on en est à 3 lois sur le foulard. Enfin, 2 lois, ils en annoncent une 3e, on va avoir un débat encore. Le débat sur l'identité nationale, le débat sur la déchéance de la nationalité. Autrement dit, quasiment tous les 2-3 ans depuis les années 80, à TF1, à Antenne 2, dans les médias, dans les prises de parole politiques, etc., l'islam est construit comme problème. L'islam est présenté comme problème. Et ça, qu'on le veuille ou non, il y a une loi en sociologie qui nous indique qu'à force de parler d'une réalité, même quand elle n'existe pas, elle finit par se créer. Je peux rajouter juste une petite chose. Oui, on a un débat après, allez-y. C'était juste pour dire qu'aussi, le cinéma a contribué à ce motif. Dans les années 80. Et donc on a, c'est ce qu'on appelle en sociologie les prophéties autoréalisatrices. Vous parlez d'une réalité, l'islam comme problème n'était pas un problème en France. Dans d'autres pays, c'était pas l'islam, c'était ceux qui instrumentalisaient l'islam à des fins politiques qui pouvaient être un problème. Mais en France, dans les années 80, l'islam n'était pas un problème. On l'a construit comme problème, on l'a médiatisé comme problème, on l'a même présenté comme étant un des problèmes centraux de la société française. Et on a produit, du coup, chez les personnes fragilisées, des personnes déstabilisées identitairement dans leur identité sociale et politique, puisqu'il y avait une vraie crise de la gauche, eh bien on a provoqué, effectivement, par cette instrumentalisation, eh bien, des actes islamophobes. Ceux qui ne me croient pas, demain matin, quand votre petit frère, votre petit enfant ou votre petit neveu vient vous faire le petit bisou du matin, dites-lui, tu es insupportable aujourd'hui. Et 30 secondes après, vous lui répétez. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir insupportable. Dites que l'islam est un problème, que l'islam il faut le cacher, que l'islam doit être discret, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre mon foulard et je vais vous le montrer. Dites qu'il faut pas, dites que l'islam c'est catastrophique. Et faisons attention, on peut créer une réalité au travers d'un certain nombre de discours politiques médiatiques. Alors la question qui nous est posée, c'est qui a intérêt à ça? Ben, on aura bien compris. Ça a une fonction sociale et idéologique, à l'interne et à l'externe. À l'interne, ça a une première fonction sociale qui est que nous sommes dans une période, vous avez dû tous entendre les débats sur les retraites, le rapport qui vient d'être rendu. Nous sommes dans une période dans laquelle les mesures qui nous sont annoncées depuis quelques années, mais ça va aller en s'accélérant, nous annoncent des lendemains qui déchantent pour toute la population française. Nos enfants vont devoir bosser 44 ans de cotisation. Ils entrent en moyenne dans le monde du travail à 27 ans. Allez-y, comptez. Moi, je suis content d'avoir mon âge. Hein. Je me dis, mais les gamins, là, comment ils vont se... Ça va pas être possible pour eux. Les plans de restructuration qui s'accumulent, etc. La paupérisation. Il y a 5 ans, moi j'ai une formation de socio-économie. Hein. Il y a 5 ans, je prédisais une baisse du pouvoir d'achat de 30%. On y est presque. On y est presque. Ça veut dire qu'on a une fragilisation de tous les milieux populaires et des classes moyennes dans ce pays. Comment faire passer la pilule sans qu'il y ait de révolte sociale? Un certain nombre de personnes, je ne dis pas que c'est machiavélique, etc., mais un certain nombre de personnes, c'est-à-dire que c'est pragmatique en réalité, à chaque fois qu'on a peur qu'une question devienne brûlante, eh bien, comme par hasard arrive un grand débat. Pour ceux qui ne me croient pas, eh bien, attendons les prochaines mauvaises nouvelles au niveau économique, vous verrez qu'on aura un débat qui portera soit sur l'intégration, soit sur l'islam. Alors, ça c'est au niveau interne. Mais il y a aussi des enjeux internationaux. Il y a aussi des enjeux internationaux. Depuis la disparition des pays de l'Est, et peu importe l'analyse qu'on en faisait, mais l'existence des pays de l'Est faisait qu'on avait un monde bipolaire.
on avait un monde dans lequel USA, URSS, bah, ça faisait contrepoids les uns vis-à-vis des autres.